Bonjour à toutes et tous, il est 18h à Paris, il est déjà vendredi à Tokyo, il est 14h à Melbourne, il est 16h en temps universel et il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonjour à toutes et tous, bienvenue, salut Scarou, salut Moonborder, salut Kyle, salut Julo, salut Buginer, salut les autres, salut les zouzous, salut à tous. Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo, on va parler de gaming, on va parler des gens qui jouent, on va parler des sous des jeux des gens qui jouent, on va parler nouvelles sorties, on va parler économie. On va en parler. Pourquoi? On va en parler parce que des chiffres. Un premier, 227 milliards de dollars, c'est ce que représente le marché du jeu vidéo en 2023, ce qui fait de lui la plus grosse industrie culturelle du monde, devant le cinéma, devant la musique, et même devant le cinéma et la musique, si vous la groupez ensemble. Un deuxième chiffre, 39 millions, c'est le nombre de joueurs en France, c'est-à-dire 7 Français sur 10. 20% aussi, c'est le nombre de seniors qui jouent aux jeux vidéo. 48%, c'est le nombre de joueuses qui jouent aux jeux vidéo. Et ce sont un bon millier d'entreprises recensées sur le territoire français. Bref, c'est du lourd et c'est pas prêt de s'arrêter. On va aussi en parler surtout parce que la semaine dernière, de lundi à dimanche, c'était la Paris Games Week avec 180 000 visiteurs, 21% de visiteurs en plus que l'année dernière, mais on va confirmer ces chiffres dans une minute. C'est le plus grand salon français de jeux vidéo, le deuxième au niveau européen, avec plein de personnalités. Il y avait Domingo, Samuel Etienne, Kameto. La Paris Games Week, c'est terminé. C'est le moment du bilan. Un bilan qu'on va tenter avec vous dans le chat parce que vous y étiez peut-être. Venez poser vos questions. C'est promis, je relaye les questions de tout le monde et je vois qu'il y en a déjà plein. Pour y répondre, il y aura moi, mais il y aura surtout Ken Bogard, streamer, animateur du podcast Nintendo. Salut. C'est vrai, bonjour à tous. Nicolas Vignol, DG, organisateur de la Paris Games Week, tu es aussi délégué général du CEL, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Bonjour. Salut. Et Raphaël Lucas, rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine. Bonjour. Messieurs, vous y étiez, c'était comment ? Alors je confirme, j'y étais. J'y ai laissé mon énergie, ma voix. Ça va, t'as une bonne mine. J'ai pas cette voix d'habitude, donc. Écoute, que te dire de cette grande fête du jeu vidéo? Évidemment, moi j'ai la tête encore un peu dans le guidon, donc vous m'excuserez si parfois j'ai pas le recul. Et puis j'en suis l'organisateur. Donc c'est toi qui organise. Hein, c'est toi qui organise. C'est moi qui organise. On est évidemment une équipe d'ailleurs ultra soudée. Un jour, il faudra qu'on vous montre peut-être. Ça peut être une idée. Le côté backstage de cette grande kermesse qui réunit tout le monde. On est une équipe, en fait, l'équipe du CEL, peut-être en dire juste un mot, ce syndicat-là, il défend, ça s'appelle lobby, ça s'appelle, vous prenez le mot que vous voulez, en fait, on défend le jeu vidéo toute l'année, et notamment, évidemment, les grands groupes qui sont présents en France, mais dans ces grands groupes, il y a aussi des Français, Dontnod, Plugin, Ubisoft notamment, mais bien d'autres. Et puis, on est très proche, évidemment, du SNJV, qui défend les studios français, donc le SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Donc voilà, c'est les deux grandes organisations en France qui essayent, évidemment il y en a d'autres, mais au niveau national, qui essayent de défendre auprès des pouvoirs publics toute l'année. C'est un peu un travail de l'ombre. Parfois un peu ingrat parce que y a des succès qui apparaissent et puis on les revendique pas forcément. Mais c'est comme nous, avec nos petits bras, qu'on essaie de les obtenir. Et puis parfois c'est pas du tout nous et ça peut être des influenceurs, des créateurs de contenu qui les font avancer. Bref, la Paris Games Week, c'est le moment où toute la famille se réunit. Nous, on fait juste qu'organiser la fête et puis on espère que les gens vont venir. Et vous avez... l'e-sport, on va y revenir, vous avez le cosplay, vous avez tout ce qui fait l'univers gaming, les grandes licences que les gamins n'ont pas encore chez eux, ou que des adultes d'ailleurs n'ont pas encore chez eux, les dernières consoles, dernière génération, et la particularité de la Paris Games Week, c'est que la promesse, elle est assez claire par rapport à d'autres salons. C'est si tu viens, tu vas pouvoir jouer. C'est hands-on, c'est la main sur la manette. Et ça, moi, j'y suis hyper attentif. Alors, parfois, c'est réussi, parfois, c'est moins réussi. Parfois, il y a de la queue, parfois, il y a moins de queue. Mais en fait, victime de son succès, donc. Ça, on pourrait y revenir. Mais en tout cas, bref, c'est ça. C'est une grande fête. C'est les communautés du gaming qui se retrouvent. Une fois par an, c'est la grande fête physique. Évidemment, il y a d'autres festivals partout en France. Mais on se retrouve et surtout, on joue, on teste et on essaie de repartir avec plein d'idées de jeu à l'esprit. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me poser chez moi et de jouer, tellement j'ai pas eu le temps. Il faut combien de personnes pour organiser un événement comme ça ? On est. Tu parlais de ta petite équipe, ce n'est pas une petite équipe. C'est une très grosse mécanique. Alors évidemment, les gens qui organisent des shows e-sport, on est dans des choses parfois assez comparables. C'est une très très grosse mécanique, la Paris Games Week. Donc pour résumer. Si tu prends la team directe ou la team indirecte, je dirais qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes en élargi qui travaillent sur la Paris Games Week. Il y a un cœur d'équipe qui sont les 5 personnes du CEL,
plus les 5-6 personnes décisives côté Comexposium, notre partenaire, un géant de l'événementiel qui fait notamment le salon de l'agriculture. Donc ils sont éclectiques. Ils sont éclectiques. Peut-être qu'un jour il y aura des vaches au milieu à côté de Farming Simulator. On croisera les salons. Mais voilà, non, c'est une équipe resserrée de 10. Et puis après, on élargit. On a sur les questions d'accessibilité, parce que nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. On est sans doute le salon avec le standard le plus haut. On peut se regarder tranquille dans le jeu vidéo. Évidemment, on peut toujours progresser, mais on est à Cap Game, une association qui nous accompagne, mais maintenant qui est carrément référente auprès des boîtes et du salon pour faire avancer ces questions-là d'inclusivité. Donc on se paye pas juste 2 mots, le salon il est accessible à toutes et tous, qu'on soit en fauteuil, debout, qu'il nous manque tel ou tel membre, on va pouvoir jouer, s'amuser et déambuler partout sur le salon. Donc par exemple voilà, c'est l'équipe élargie, c'est l'équipe de Cap Game, je fais un coucou. Ils étaient 17 animateurs, 35 en coup, mais 17 qui font de la langue des signes. Ce qui nous permet, quand on accueille une ministre ou un ministre, tout le long de la visite, il y a de la langue des signes. Voilà, donc une équipe de 50 resserrée sur 10, c'est ça qui fait vivre la PG, et puis voilà, et puis tout l'écosystème qui participe, quoi. À ta gauche, il y a Ken qui acquiesce franchement. Oui, j'acquiesce parce que c'est du gros travail d'organiser ce genre d'événement. Moi, je participe à ce genre d'événement depuis des années. J'ai fait toutes les Paris Games Week depuis qu'elle existe. Je les faisais même avant que ça existe. Ça s'appelait le Micromania Game Show. Donc, c'est vraiment à chaque fois un rendez-vous toute l'année pour les acteurs du jeu vidéo. J'ai travaillé 8 ans pour le site jeuxvideo.com. On avait l'habitude d'avoir une présence là-bas et de même animer et de faire de l'actualité en direct depuis la PGW. C'était une grande chance de pouvoir le faire directement ici. Le salon est aussi assez idéalement placé dans le temps, puisque en le positionnant début novembre, on arrive directement vers les grosses sorties de fin d'année et vers tout simplement les jeux qui vont intéresser les gens à Noël et les jeux qui vont pouvoir être offerts à Noël. C'est ainsi un moyen de tester des jeux qui sont peut-être déjà sortis ou alors qui vont sortir, et c'est aussi un moyen de se positionner sur quel type de jeu est-ce qu'on va mettre un peu sous le sapin, même si on sait qu'aujourd'hui on achète plutôt, on consomme du jeu vidéo un peu tout le temps au cours de l'année. On a trop souvent tendance à oublier que beaucoup de personnes n'ont pas accès à tous les jeux, toutes les consoles de dernière génération, toutes les versions de tout. Enfin, il faut beaucoup d'argent pour avoir tous les jeux. Donc des salons comme ça permet vraiment de tester absolument tout, se faire une idée un peu plus précise, puis d'être accompagné par les équipes qui sont justement sur place, que ce soit les éditeurs ou les équipes des éditeurs, ou tout simplement la communauté de joueurs qui aussi partagent leur passion du jeu vidéo. Et puis moi cette année j'étais pour les compétitions e-sportives là-bas, donc c'est aussi un autre point, on y reviendra peut-être après. Bien sûr. Oui, c'est une chance qu'on ait ça en France, et c'est un événement qui est bien placé, je trouve. Raphaël, toi tu y étais ? Oui, j'y suis allé en tant que journaliste, donc pour aller voir des gens, pour discuter, pour essayer des jeux aussi. On a une soirée qui est dédiée justement aux journalistes ou aux youtubeurs, vidéastes, des choses comme ça. Et donc ce qui était intéressant, c'était de prendre des rendez-vous pour voir des gens de Arte. Ça aussi, étrange que ça puisse paraître, ils étaient là. Ils avaient un stand pour voir aussi tous les éditeurs français ou les studios français qui avaient leur petit espace Made in France, si je ne dis pas de bêtises. Pas petit. Pas petit, donc un espace normal Made in France. Peut-être qu'il pourrait être plus grand encore, je pense, j'imagine. Enfin, peut-être dans le futur, je ne sais pas. Franchement, on est à fond pour... nous, on les accompagne depuis très longtemps. C'est Capital Games, petit coucou, qui fait ce stand. Mais il faisait cette année, j'espère ne pas me tromper, mais il faisait 450 mètres carrés, donc ça reste quand même un beau stand. D'accord. Donc voilà, et ce qui me permet en fait justement de voir des gens, de discuter, de faire des interviews ce mardi soir-là, qui était justement dédié aux journalistes, et de faire un tour de tout ce qui était proposé, notamment des jeux aussi, en prenant encore une fois des rendez-vous, d'avoir accès à des jeux qui vont sortir. Et c'est pour ça que je vais peut-être juste corriger un petit truc que vient de dire Ken, c'est qu'en fait, oui, les jeux qui sont sortis ou qui vont sortir, mais aussi ceux qui vont sortir en 2024 ou début 2024. Il y avait Final Fantasy VII par exemple, Rebirth, qui sort en février. Il y avait des jeux chez Sega aussi ou Atlus qui sortent en début d'année 2024. Donc c'est peut-être ça qui m'intéresse le plus en tant que journaliste, justement, moi, c'est d'avoir accès et de voir des gens qui vont montrer aussi des jeux. Je sais que sur le stand de, par exemple, Xbox, il y avait des jeux qui n'ont pas de date encore, qui étaient montrés en behind closed door, donc derrière les stands, Towerborn, etc. Et d'avoir accès aux développeurs qui étaient venus en France. Et c'est peut-être, je pense, pour les journalistes, ce qui est le plus intéressant, c'est justement c'est ce qui est en coulisses, ce qui est peut-être pas montré à tout le monde en fait. C'est d'avoir accès à des développeurs qui viennent. Et
je sais que j'ai écrit un petit papier sur la Paris Games Week dans le dernier Jeux Vidéo Magazine, où je disais que c'est peut-être justement là qu'il y a peut-être un truc à prendre, et que la Paris Games Week ne faisait pas jusqu'à présent, c'était justement d'amener plus de développeurs, de faire venir plus de développeurs encore, étrangers, américains, etc. Et de ne pas être un salon de consommation, je sais pas, c'est une vraie question. D'ailleurs, est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous voudriez faire dans le futur, dans les années qui viennent, peut-être vous ouvrir un peu plus? C'est un gros mot, ça, Nicolas, Non, ce que dit Raphaël moi je prends le... En fait, la Paris Games Week, Ken l'a dit un peu, on peut pas trahir ce qu'on est. Après, le paquebot, on peut le réorienter d'année en année. Et vous savez, en fait, on va pas se mentir, on le réoriente à 3 ou 5% et on capitalise sur ce qui est fort. Et puis, on écoute toutes les bonnes idées de l'écosystème. Ce qui est clair, c'est que l'équipe, moi, je les incite tous à être hyper ouverts à tout le monde et toutes les bonnes idées. Donc, oui, pour mettre plus de développeurs. Après, il y a beaucoup d'événements dans le monde. Et en fait, autant il y a un calendrier, autant il y a aussi un positionnement d'event. En fait, c'est assez compliqué. Et nous, le positionnement de l'APG, il est très clair. Et quand je vois l'E3 qui est le grand salon à Los Angeles, malheureusement qui s'est cassé la gueule et alors vraiment, qui a été annulé, hein, c'est ça? Ouais, totalement. En fait, eux, ils étaient sur un positionnement World Reveal, très en amont de la saison, sur une époque où la saison était très linéaire quelque part, alors que maintenant, les jeux, ils sortent un peu n'importe quand, entre guillemets. La Gamescom allemande a pris le lead avec un salon B2B très très puissant, démonstration de force, mais peut-être sur la brique B2C, un peu moins sympa, alors ça se définit le sympa, mais que la PG est moins accessible justement, tu vois, la proximité au public, le côté hands-on. Moi j'ai fait la Gamescom cette année et démonstration de force, hein, on boxe pas totalement dans la même catégorie, mais pas le même positionnement. La PG, non seulement elle survit, mais elle a les 3 constructeurs mondiaux, il n'y a pas d'événement au monde où il y a les 3 constructeurs mondiaux. Je refais mon petit cocorico. Donc oui, c'est des grosses boîtes. Il y a les top boîtes qui sont là. Et par contre, ce stand de jeux Made in France, voilà, il a vocation sans doute à encore croître. Moi, je veux faire de l'APG vraiment la vitrine du jeu vidéo français, donc on va bosser là-dessus et je pense que ça va pas aller en diminuant, ça va aller en shinant. Ubisoft, ils avaient 100% de jeux français sur le stand d'Ubisoft, donc quand on dit Ubisoft, 20 000 salariés, locomotive du jeu vidéo, mais quand ils viennent à l'APG, non seulement ils mettent leurs meilleurs jeux, le stand il était juste quand même en termes de jouabilité très sympa, parce que tu parlais des jeux pas encore sortis, Prince of Persia, il est pas sorti et c'est chez nous qu'ils l'ont mis, donc en fait c'est pas pour faire un cocorico, mais enfin pour répondre à ta question, oui c'est un salon très grand public, conso, 7-8 semaines de Noël, il est positionné comme ça, et évidemment que c'est positionné parce que c'est malin et c'est comme ça. Et notre date, on la lâchera pour rien au monde, quelque part. Il y a eu des tentatives, mais on ne peut pas la lâcher. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas insérer un peu de GDC ou tu vois, un petit peu plus peut-être de relations aux créateurs de jeux. Moi, j'y suis super partant. Voilà, faut joindre le côté festival, très grand public. Nous, on démocratise le jeu vidéo. Enfin, moi, j'essaie de faire venir des gens même qui connaissent rien, des familles. J'assume que l'APG c'est ça quoi. Et justement, par exemple, cette année il y avait un événement communautaire Final Fantasy justement et les développeurs étaient venus du Japon pour ça, donc c'est quelque part il y a peut-être aussi quelque chose pour ça et je pense que ça a été bien. Ouais. Il y avait du monde, ça m'amusait. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas que ce genre de petit événement communautaire, c'est de plus en plus répandu justement d'avoir les stands qui amènent et créent leurs événements autour de certains jeux, autour de certaines communautés de jeux. Donc là, Final Fantasy XIV, évidemment, c'est un MMORPG, donc c'est un jeu avec une grande communauté qui dure depuis très très longtemps. C'est un des MMO les plus populaires aujourd'hui, mais il y a aussi toute la catégorie et tous les stands de tournois et les stands sportifs. Parce que la PGW, donc il y a quand même 3 halls, un grand hall où on va avoir les 3 constructeurs principaux plus l'ensemble des développeurs majeurs qui vont montrer leurs jeux, donc qui vont sortir ou qui sont déjà sortis. Mais ensuite après vous avez tout un hall mémorial sur ce qu'est le jeu vidéo, d'où vient-il, etc. avec des associations comme MO5 qui retracent le jeu vidéo, qui partagent en tout cas des jeux vidéo historiques, des consoles historiques en libre service, voilà. Et un peu plus loin, tu as toutes les compétitions autour du jeu vidéo, parce qu'il y a une grande partie aussi du jeu vidéo, c'est ça, c'est de la compétition, et qui attire du public pour assister à des compétitions comme n'importe qui viendrait pour assister à un match de foot ou de rugby. Et c'est une autre partie, tu peux voyager naturellement des 3 parties comme tu veux pour te faire toi aussi ton programme au sein de la PGW. Donc ça brasse pas que des consommateurs, tu vois, aujourd'hui. Évidemment, moi qui ai l'habitude de faire beaucoup la Japan Expo, tu vois, Japan Expo, tu rentres, tu repars avec tu vois, des sacs remplis complets. Là, c'est un stand Fnac qui vend des trucs, c'est tout. Mais sur les stands des constructeurs, il
n'y a rien à acheter. Sur le stand de Nintendo, c'est des QR codes qui te renvoient sur leur site internet, Oui, tu vois. c'était plutôt dans le sens que c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était un événement qui est lié à l'arrivée de Noël et au cadeau, Directement, etc. c'est ça. Mais je te dis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont venir à la PGW pour assister juste à leur compétition favorite ou voir, je sais pas, leurs joueurs favoris ou leurs influenceurs favoris être là. Bien que le côté influenceur c'est bien calmé, je trouve, hein, cette année comparé à certains précédents, peut-être pas plus mal d'ailleurs. C'était quoi ton parcours, toi, Ken? T'as fait quoi? Mon parcours à la PGW, moi j'ai commenté le Capcom Pro Tour, donc, qui est le championnat du monde de Street Fighter 6 là-bas. Donc c'était dimanche, il y avait les finales d'un des 3 majors de l'année qui avait lieu à Paris avec le top 8 des meilleurs joueurs du monde qui étaient là pour se qualifier pour la finale du championnat du monde. Donc il y avait un spot de finale de championnat du monde qui était à jouer. Ça s'est joué dimanche à midi sur la grande scène de la PGW et j'étais là pour commenter cette compétition mais aussi pour aider aussi à l'organisation. Je suis impliqué dans le déroulement et dans l'organisation du Capcom Pro Tour en tout cas cette année. Donc voilà, c'était ma principale. Le reste j'ai pas non plus énormément agi à la PGW cette année. Par contre les années précédentes j'étais quasiment tout le temps là pour animer des émissions au sein de la PGW. Je crois que l'année dernière j'animais le stand PlayStation avec un live complet sur le stand PlayStation, on revenait sur toute l'actualité des nouveautés PlayStation. Les années précédentes, avant le Covid évidemment, c'était les stands jeuxvideo.com où on revenait sur l'actualité et là on avait la chance de pouvoir recevoir les développeurs, là on avait la chance de pouvoir recevoir les acteurs du jeu vidéo qui venaient nous parler. J'ai le message. Qui venaient nous dire exactement quelle nouveauté. On avait même certains jeux exclusifs qui n'étaient montrés quasiment que behind closed door, donc derrière des portes fermées, à montrer aux gens directement en live sur Twitch. C'était vraiment très positif et je rejoins évidemment cette remarque-là sur le fait que c'est aussi un côté assez important. On attend aussi ce genre de petites exclusivités, on attend aussi cette proximité-là. Même si c'est pas Gamescom, c'est pas la Gamescom qu'on attend, hein, mais c'est un plus qui est vraiment très agréable, surtout pour pouvoir rencontrer les acteurs français ou japonais, parce que les Japonais adorent Paris, incroyable. Donc ils aiment beaucoup venir à Paris, ils aiment beaucoup montrer ou diffuser leurs jeux vidéo ici par chez nous. Donc autant en profiter. On n'est pas la Gamescom, juste par rapport à la digression que j'ai tout à l'heure. Faut pas que ceux qui m'entendent et la fanbase qui est très nombreuse de la Paris Games Week, ils voient une sorte de manque d'ambition où la Paris Games Week, elle a une ambition. Attention. On est des fous, c'est-à-dire que faites pas votre salon à Cologne aussi, donc mais ouais, mais vous êtes des fous, mais il faut argent infini pour les portes de Versailles. Alors en fait la remarque elle est très très juste, c'est-à-dire qu'en fait la Gamescom ils ont le soutien de la ville de Cologne, voilà, c'est un montage totalement différent, ils font de la magie, hein. J'enlève rien du tout et je suis très pote avec les organisateurs et notamment Game qui est un peu l'équivalent du CEL, mais ils ont le soutien carrément à 50-50, en fait ils prennent le risque avec la ville de Cologne qui fait un battage incroyable, qui a le relais même du ministère des Affaires étrangères, du land en question. Enfin, ils ont l'appui des pouvoirs publics. J'en rêve. Mais nous, à la PG, qu'on n'a pas assez d'appui des pouvoirs publics. On va en parler après. Mais nous, on a, juste pour faire court, nous, on a Paris. Donc, je pense que dans les années à venir, tu vois, nous, on veut prendre une orientation assez pop culture. Même très pop culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment le cœur de l'APG, ça restera le gaming et on va développer en qualité tout ce que vous dites, effectivement, de permettre aussi que ce soit le rendez-vous des créateurs de jeux et peut-être du monde entier qui viennent parce qu'ils s'y sentent bien. C'est voilà l'aspect festif Paris, mais développer l'e-sport encore plus parce qu'on a une scène qui est quand même, selon les années, hein, il y avait le SWC, il y a eu un historique très très glorieux d'e-sport, mais ils n'ont pas totalement ça aussi dans les autres salons, cette scène très éclectique, peut-être pas les meilleurs spots, mais en plus l'éclectisme. Sur une semaine, tu as du Valorant, du Rocket League, du League of Legends, mais pousser la pop culture. Moi je pense que voilà, avec le cinéma qu'on a en France, on est le deuxième pays de Netflix en termes de conso, il y a des choses assez formidables à faire sur comment on peut vivre le jeu vidéo même en horizontal sur ses licences préférées. Donc je pense qu'on a mis un tout petit pied cette année, on n'a pas réussi complètement à transformer cette dimension-là, mais nous on est mobilisés vraiment pour donner un côté expérience totale à l'APG avec ces grands acteurs-là. Il ne faudra pas se rater dans le dosage parce qu'il faut que ça reste gaming, mais on veut aller vers là, on veut aller par là, ouais. Alors pose de chat, il y a Marité qui nous a rejoint. Salut Marité, il y a qui d'autre? Il y a Blacky Nounours qui vient d'acheter le dernier numéro de Jeux Vidéo Magazine. Voilà. Merci. Qui d'autre? Attendez, le chat a défilé.
Il y a ton micro qui va trop fort, visiblement, Ken, mais c'est parce que je parle très proche du micro, parce que je parle comme il devrait. Mais il vaut mieux qu'on t'entende. Non, il y avait deux questions qui étaient un peu connexes. Attendez que je retrouve. Désolé. Ouais, c'était Lune Virtuelle qui l'a posée. C'était quelle place pour les jeux indés dans ce type d'événement ? Là où il y avait Scarou qui nous disait il y en avait pas mal sur le stand Made in France, mais ça reste la messe des gros éditeurs qui viennent vendre leur FIFA et Call of. C'est vrai ça ? Alors, il n'y avait ni FIFA ni Call of. C'est ça. Déjà, FIFA, il n'y a plus FIFA. Un gros bout pour Scarou. Non, en fait, je prends. Alors, je prends la remarque. Juste les exemples n'étaient pas bons, donc c'est juste une vanne. Mais et même pour la contre-vanne, c'est que moi je les veux ces jeux-là. Donc c'est plus un regret que j'exprime que voilà la vanne dans la vanne. Parce qu'en fait, je le redis, il n'y a pas d'opposition. Désolé de faire un peu genre la synthèse, mais en fait, nous, c'est vraiment la grande fête du jeu vidéo. Donc parfois, on se ramasse, par exemple, des répliques un peu acerbes des hardcore gamers qui vont pas y trouver leur compte parce qu'il y a trop de familles, parce qu'il y a trop de, parce qu'il y a trop de jeux casual, etc. Enfin. En fait, la PG, c'est un équilibre subtil, mais on peut pas casser. Ken a dit, je sais plus son expression, on a un bel outil en France et tout ça. Moi, ce que j'essaie de dire à tout l'écosystème, c'est qu'on a la chance d'avoir un salon de dimension européenne, voire internationale. Aidez-nous, quoi. Voilà, aidez-nous, soyons dans un bon spirit. Nous, vous savez qu'au milieu, il y a une équipe qui est très ouverte. On va pas dire oui à tout. Mais voilà, moi, les studios indés, ils ont leur place à la Paris Games Week. C'est juste dans l'équilibre. Sous quelle forme ? Peut-être des confs. Peut-être qu'on développera des séries de colloques ou confs pour réfléchir à l'avenir du jeu et pas que sous cette forme-là. Le jeu Made in France, pour ceux qui y sont allés, il était magnifique, le stand année. Franchement, magnifique. On a emmené les politiques, mais parce qu'on en était fiers. On les balade là où on veut les emmener. Donc le stand jeu Made in France, il y a beaucoup de jeux indés. Voilà, donc toute la communauté du jeu vidéo à sa place. On est en connexion avec, je finis vraiment là-dessus, avec un événement qui s'appelle la Game Connection, qui a lieu dans le Hall 5 pendant 2 jours des 5 de la PG, qui est la grande rencontre en fait des studios indés, en tout cas qui a une taille encore raisonnable, mais qui fait rencontrer des investisseurs potentiels qui peuvent investir dans des jeux indés, et on leur file un éclairage très régulier, même si c'est 2 événements différents. Peut-être que sur Twitch ils le savent pas, mais on pousse pour que backstage aussi on pousse toute notre force de lobbying. Je le dis parce que c'est méconnu, mais pour que tous les contacts que le CEL a tout à l'année, on les branche bien volontiers pour que des studios puissent organiser des petits dîners, des petites rencontres, des trucs assez quali. On fait les efforts pour qu'on price pas ce genre de rencontres. Donc la PG, quand je dis que c'est vraiment la kermesse de tout l'écosystème, on fait l'effort, y compris financier, je le dis, c'est pas classe, mais je le dis quand même, pour que ces gens-là aient, grâce à la PG, accès à des investisseurs, accès à des gros studios, accès à des éditeurs. Et les éditeurs, je finis là-dessus, c'est pas toujours les vilains méchants de la cour de récré. Un éditeur, c'est aussi qui redynamise le secteur. Ben voilà, en fait, il y a toutes les formes. Les studios qui deviennent éditeurs, et puis il y a les purs éditeurs qui vont permettre à des studios d'avoir une force de frappe incroyable. Il y a des studios qui vont choisir de s'auto-éditer. Tout est respectable, il n'y a pas de souci. Mais les éditeurs, c'est aussi ceux qui font que un jeu français, par exemple, ça, voilà, quand on n'a pas conscience que au-delà, si on n'a pas le budget de 100-150 millions aujourd'hui de budget marketing et commercial, on n'existe pas sur la scène internationale. Je suis un peu bourrin, c'est pas vrai. Il y a Scarou qui faisait cette remarque, Scarou dit mais c'était pas un jugement de valeur, il en faut des... Non, je le prends pas comme ça. Non, mais je le prends pas comme ça, mais bien pris le point. De toute façon, les grands jeux ou les gros jeux sont aussi des vitrines pour donner envie à tout le monde de venir, en fait, pour le joueur qui n'est pas un joueur qui cherche du jeu indé, quelqu'un qui apprécie Nintendo, et uniquement Nintendo, ça doit exister quelque part. Je pense qu'il s'y retrouve. Il y a toi, voilà, donc tu t'y es retrouvé quelque part. Mais Street Fighter, c'est pas Nintendo. C'est sur Super Nintendo que j'ai découvert Street Fighter 2. Oui, à l'époque, oui. Parle là. Mais donc en fait, et pour parler des indés, oui, le jeu Made in France. Et puis il y avait aussi des jeux rétro. On disait l'association MO5 tout à l'heure, qui avait quand même un grand stand et qui a fait beaucoup justement de petites conférences ou de petits live streams qui étaient pour certains très amusants. Parce que j'ai participé à l'un d'eux qui est un peu parti en cacahuète, on va dire. mais c'était assez drôle. Il faut que tu expliques un petit peu à ceux qui nous ont rejoints. C'est-à-dire ce qui s'est passé.
Oh, c'était simple, c'était une réunion de journalistes de jeux vidéo de l'ancienne école. C'était le soir du démarrage. Hein. Il y avait donc un certain Alain Huyglacourt qui doit, non, j'imagine, qui était là, qui doit arriver à ses 70 ans maintenant. Ah oui. Et qui a commencé à critiquer des éditeurs, des choses comme ça, mais des éditeurs de livres et tout ça. Donc voilà. Donc c'était très drôle et on a beaucoup rigolé. D'accord. Mais après, il a avoué évidemment qu'il adorait Jeux Vidéo Magazine aussi. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai. Tu parlais du montage appuyé par les Landes, par exemple, et les politiques publiques, enfin les politiques, par les politiques publiques, en Allemagne. C'est quoi votre montage à vous ? Nous, c'est assez simple. C'est en fait le syndicat des éditeurs et des constructeurs, donc le SEL. Par le secteur public, pardon. Ouais, tout à fait. Et non, en fait, c'est du pur montage quasiment privé. En fait, enfin, c'est vraiment de l'argent qui vient. Le SEL, il est financé par les cotisations. En toute transparence, il est financé par les cotisations des 25 membres qui en sont membres. C'est un club assez fermé. Il faut faire du jeu vidéo. Être un éditeur ou un constructeur de consoles et avoir, c'est très important, des bureaux en France. Ce qui fait qu'on ne représente pas des compagnies worldwide, enfin très puissantes, mais qui n'ont pas d'effectifs en France. Il faut cette condition-là. Et nos sources de revenus, c'est les cotisations de ces entreprises très puissantes, donc qui nous donnent les moyens financiers d'avoir une PG, et ce que rapporte la PG, parce que la PG est aussi rentable. Et voilà, c'est les deux sources du SEL en toute transparence. Donc, et voilà, et que vous dire, en fait, c'est juste vous dire que sur cette petite équipe repose quand même une certaine pression, fruit des années antérieures, c'est-à-dire qu'on est de toute façon déterminé à pas casser cette fête du jeu vidéo, mais qu'on prend par exemple les années Covid, je vais pas tout vous raconter, mais c'était costaud, quoi, parce que en fait, quand vous avez 2 éditions où vous la faites pas, cette grande fête, je viens de vous dire que c'était 50% des ressources du SEL, donc faut quand même tenir. Et puis ensuite, quand vous relancez en 22, ça c'est la petite histoire dans la grande, mais il faut juste que tout le monde ait conscience que il y a 3 gus au fond d'une salle qui ont décidé à un moment, à 7 mois, alors qu'on était encore dans le Covid, de dire on rappuie sur le bouton, on prend un hall, c'est pas grave, et un hall c'est pas donné. Hein. Un hall de la porte de Versailles, voilà. Ça coûte combien un hall de la porte de Versailles ? Je discute pas. Je sais plus ce que j'ai le droit de dire, pas dire. Non, ça se dit pas à la grosse louche. On est au-dessus, on est autour du 1,5 million. Oui. On est autour du 1,5 million d'euros. Un hall. Donc quand vous appuyez sur un bouton de cette nature-là, vous avez le doigt qui tremble, quoi. Donc vous pensez à l'écosystème, vous pensez à la fête, vous pensez aux gamins et vous dites on y va, allez, il y a plus grave dans le monde, mais vous appuyez et après en fait vous venez chercher, vous venez vendre votre mètre carré, qu'on soit très clair, il faut que les gens comprennent, parce que comme ça ils comprennent un peu le truc. On prend le risque et après on vend notre kermesse aux grands constructeurs, aux grands éditeurs du monde entier et qui nous font confiance en disant ok, on vient, le positionnement il est bon, etc. Et c'est eux, c'est pour ça que ok, on peut les critiquer, ok, mais s'ils sont pas là, c'est la crédibilité du salon qui est pas là, c'est le modèle économique qui tombe à l'eau. Donc voilà, eux ils amènent ça et nous après très vite on discute avec toutes les assos du secteur, on leur dit allez viens comme d'hab, qu'est-ce qu'on fait, quel dimensionnement et tout ça, et donc et on fait cette magie chaque année, mais c'est un peu ce mécano-là, et puis on monte la scène e-sport avec souvent des partenaires qui peuvent varier, et cette année je fais un énorme coucou aux équipes de Webedia, on les salue pas assez, ils ont fait vraiment de la magie, voilà, et puis on trouve un retailer, parce qu'on a un retailer français qu'on adore critiquer, mais qui est là et qui est un super partenaire, la Fnac, ils sont pas en Allemagne, ils sont pas dans d'autres pays, et la Fnac fait que la PG est magique, parce qu'ils amènent leur puissance de frappe financière et aussi leur présence physique. Donc voilà, bref, le SEL prend en avance de phase le risque pour l'écosystème, c'est son rôle aussi, et puis après, il va venir construire la vente d'espace, et puis après une fois qu'il a sécurisé ça, on est capable de pas vendre à ceux qui peuvent pas acheter, aider Philippe Dubois et MO5 à faire du rétro gaming, aider Capgame à mettre de l'accessibilité absolument partout et des zones de repos PSH dans ce salon, et tenir la promesse de la PG qui est inclusive et ouverte à tous. Il y a Jen qui nous dit Jeux Made in France, meilleur stand de la PG. Et il y a Mediaware qui te recommande d'aller le faire en plein milieu de la campagne. La loc coûtera moins cher. Tu parlais des politiques. Pour la connectivité du salon, ce sera alors, plus dur. Ça sera peut-être plus compliqué. Et puis pour l'e-sport sous la pluie, ça va être sympa. Voilà. Mais il y a Super NES qui te remercie d'expliquer les coulisses. C'est important à savoir, je trouve, car de l'extérieur, on peut critiquer les choix sans savoir les tenants et aboutissants de l'orga d'un tel salon. Tu parlais des politiques. La PG, c'est aussi 6 ministres et secrétaires d'État, dont le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui est venu, je crois, pour jouer. Ça joue bien, un ministre de l'économie et des finances. Pourquoi on rigole alors qu'on n'a même pas la réponse?
Ouais, honnêtement, non, lui, il a été, Ma il a question, été ma réglo question- là-dessus. ma question est mesquine. Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que Bruno Le Maire, parfois c'est vrai, mais là, c'est vraiment caricatural. Je l'ai pas du tout reçu comme il est reparti. C'est-à-dire Très honnêtement. Et c'est là où tu te dis, franchement, cet événement, même là, sur cette dimension affaires publiques, il n'y a que ça qui peut. Tu gagnes 6 mois de travail d'affaires publiques, quoi. Tu peux faire 12 rendez-vous à Bercy, tout ce que tu veux. Tant qu'ils 2 ont pas heures vu, à l'APG. C'est exceptionnel. C'est ce qu'on se dit avec mon équipe. On se dit, mais il n'y a que ça qui permet ça. C'est-à-dire que moi, je l'attrape à la sortie de sa voiture. Bienvenue à l'APG, petit café, on y va. Et là, on pose devant le hashtag PGW. Il est accueilli par des cosplayeuses et cosplayers. Déjà, il se dit où je suis. Et puis en fait, il comprend ce monde parce que les cosplayers parlent très bien de ce qu'ils font. Ils se disent ok. Et donc là, il commence à se dire ok, c'est vraiment de la pure création artistique. Il y a des personnages de fous et voilà. Et après, on le balade et on le fait le hall 1. Il voit les majors, il voit le jeu Made in France, il voit la production française, la force de frappe de la France. On se gargarait souvent French Touch, mais il voyait pas les jeux qui incarnaient. Qui voit, il comprend l'écosystème des petits, des moyens, des grands. Il voit les grosses boîtes qui pèsent. On lui raconte tout ça. On lui parle du crédit d'impôt jeux vidéo qui était fragilisé et donc du coup on lui fait voir de manière assez maligne 3 beaux studios français et les entrepreneurs lui parlent du crédit d'impôt jeux vidéo qu'il faut pas lâcher monsieur le ministre et voilà et ainsi de suite et il repart et honnêtement il se tourne vers, et il nous a dit un truc, il a dit honnêtement je comprenais pas pourquoi mes 2 gamins passaient autant de temps. Et il me dit un truc qui est vraiment quali quoi. Il me dit j'ai vraiment envie d'essayer d'Assassin's Creed Mirage. Donc je sais pas si c'était vrai mais en tout cas il a craqué sur Bagdad 9e siècle, le décorum. Il m'a dit je vais essayer, je suis nul mais je vais essayer. Il y a la Matt dit j'espère que l'ami Bruno il est reparti avec un cosplay. Et il y a Kyle, mais Kyle t'es vraiment pas sympa. Il dit, mais Bruno il préfère écrire des bouquins. Il y a Emmanuel Macron qui me semble vous a laissé un petit message. Cyril, tu peux peut-être le jouer. Un petit message à la fin de cette Paris Games Week pour vous féliciter pour la mobilisation, pour tout ce qui a été fait encore une fois cette semaine et pour tout le travail des derniers mois et des dernières années. Le secteur des jeux vidéo, c'est des milliers d'emplois, 600 studios dans notre pays, des écoles remarquables et on continue d'en créer. Ce sont des vocations, c'est aussi une culture. C'est une partie de la culture française, de ce que nous défendons comme modèle et de ce que nous continuerons de défendre. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande au président de la République ? Un musée du jeu vidéo ? Un vrai ? Un qui reste, pas juste une exposition temporaire ? Musée du jeu vidéo, ça semble être bien parti. Oui, là, c'est dans non, le mais tuyau, oui, non non, oui, mais ça c'était mais privé. Là, il est privé. C'est pas un musée qui soit institutionnalisé, financé par l'État et qui reste. Je sais pas, comme le Louvre. Il y a la Grande Bibliothèque de France, tu sais, qui détient énormément de pièces du jeu vidéo. Bon, c'est pas ouvert au public, mais. C'est ça. Oui, mais un musée qui soit ouvert à tout le monde pour. Non, je sais pas. Moi c'est comme ça que je le vois. J'aimerais aussi que tout ça soit possible. Il suffirait. On investit un peu dans MO5 et c'est complètement possible, puisqu'ils ont déjà quasiment toutes les pièces pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Maintenant, il a à se faire pardonner, Emmanuel. Donc, on va le voir tweeter plusieurs fois à chaque fois qu'il y a un truc bien qui se passe dans le jeu vidéo. Bon, les jeux vidéo, c'est plus violent, visiblement. Ouais, exactement. Mais bon, dès que. C'est ce qu'avait dit le président. Avant de se rattraper. Dès qu'il est pas sur son Twitter, ça parle un peu mal des gamers. Donc voilà, je ne sais pas. On prend, nous évidemment, s'il s'intéresse aux jeux vidéo, si ça peut permettre de développer le jeu vidéo, c'est très cool. Maintenant, il lui reste combien d'années dans son mandat là, avant qu'on en change de toute façon le président. Donc, après, on va pas demander à Nicolas qui attend un soutien. Je ne vais pas poser de questions. Moi, je demande à Bertrand. Bertrand, il fait tout ce qu'il peut aussi. Mais j'avoue. Ouais. Non, en fait, l'histoire de cette vidéo. L'Élysée, vous voulez nous envoyer un signal. Donc voilà, nous on prend évidemment, c'est important comme message, quel que soit. Enfin, c'est pas politique ce que je dis, c'est le ranking d'un salon en fait, il est regardé dans le monde entier. On parlait des Japonais et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup la Paris Games Week. Il y a des signes institutionnels qui, au-delà de la France, te placent en fait dans la compète internationale. Et je peux vous dire que quand tu as une vidéo comme ça, place un peu avec mon copain allemand, on a une petite boucle WhatsApp. Évidemment, c'est la course un peu à l'échalote. Nous, dans notre secteur à nous, si tu as le président de la République, c'est que tu as réussi ton salon. Et puis même pour l'écosystème, au-delà de ça, même ceux qui voient le côté récup politique, et évidemment, voilà, je ne vais même pas commenter,
au moins, facialement, on fait partie de la grande culture française, pas de la petite culture française. J'ai dit, je sais plus si c'était à France Info l'autre jour, j'ai dit on n'est pas les petits frères. On n'est pas le petit frère des industries créatives et culturelles, on est le leader des industries créatives et culturelles. Et quand je parle que le salon va avoir une brique gaming à l'avenir et va inviter les autres cultures connexes, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si tu as 180 000 à 200 000 visiteurs, voyons quel festival d'industrie créative est capable de réunir ça. Et moi, je suis un gros lecteur, donc on peut me challenger sur le voilà. Et les joueurs de jeux vidéo dans notre étude de médiamétrie chaque année, je le redis à chaque fois, ont une activité culturelle, cinéma, théâtre, spectacle vivant, manga, supérieur à la moyenne, supérieur de 5 à 10 points à la moyenne française. Donc on est très tranquille par rapport à ça. Mais voilà, ça dit un petit peu tout ça, la phrase du président, même si il y a les coulisses et tout ça. Donc on espère juste que l'épisode on est responsable des violences. Donc ça ne veut pas dire qu'on l'a oublié, parce que cette cartouche-là, elle était extrêmement violente et elle a été très très mal perçue. Donc il faudra plus qu'une vidéo. Cela dit, comme dit, ça fait toujours du bien d'avoir quand même des petits messages pour être reconnu, peu importe, même si c'est juste un message, même si c'est juste un tweet. Le fait est que pour atteindre un tout petit peu les pouvoirs politiques, on a besoin d'événements visuels. Tu dis quand Bruno Le Maire vient à la Paris Games Week, il est émerveillé, il comprend mieux ce qui se passe. On a des pouvoirs politiques qui sont très loin du jeu vidéo, ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo ou même ne s'intéressent pas aux jeux vidéo. Ouais, ils ont rush Sciences Po et ensuite après. Ce sont leurs enfants qui jouent aux jeux vidéo. Ce sont leurs enfants qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, quand même. La moyenne d'âge du gamer, c'est 38 ans. C'est ça, il y a un moment. Les gamers, enfin, je veux dire. C'est pas tant que ça des enfants quand même. C'est intéressant par contre ici, cette question de la reconnaissance, de devoir être reconnu par le président et tout ça pour que. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de cette reconnaissance-là. Comme tu disais, la puissance en fait du jeu vidéo et la puissance de l'économie du jeu vidéo fait qu'on ne devrait pas avoir ce problème-là, tu vois. Je suis à la fois pas d'accord avec toi, tu vois, là-dessus, parce que en fait, les financements publics peuvent absolument tout changer sur le développement du jeu vidéo. Et ça peut être le cas dans un magazine comme le tien, ça peut être le cas dans des événements e-sport comme le mien, ça peut être le cas dans des organisations d'événements comme le sien. En fait, plus tu es aidé par les pouvoirs publics pour organiser des choses, plus tu fais. Et en France, on a non seulement des studios de jeux vidéo qui sont très forts, des rédactions de jeux vidéo qui sont exceptionnelles, mais on a aussi des organisateurs d'événements e-sportifs qui sont très forts. Tu citais Webedia, on a plein. On est vraiment en Europe, je pense, les leaders dans l'événement e-sport et c'est assez incroyable d'être leader dans ce genre de catégorie. On réussit via certains événements à remplir des stades complet sur du League of Legends, sur du Trackmania, sur du Valorant. C'est quelque chose que beaucoup de pays d'Europe nous envient, et c'est pas pour rien si aujourd'hui Capcom ils choisissent la France pour venir faire leurs événements, parce que en Angleterre, qui est pourtant la première source d'intérêt envers Street Fighter, ils n'y arrivent pas. Il y a pas personne ne s'est structuré pour organiser ça. Le savoir-faire ici, on l'a cultivé depuis très très longtemps, soit dans tous les axes du jeu vidéo, et voilà, sans l'aide un peu publique, c'est très difficile. Regarde le prix d'une PGW, enfin regarde le prix d'une location. Oui, mais à la fin il est à l'équilibre. À la fin il a l'équilibre, mais s'il veut grossir. Je pose la question. S'il veut grossir, s'il veut louer plus de places, s'il veut grossir encore plus, c'est-à-dire qu'il faut générer encore plus d'argent derrière. Et c'est pareil pour les événements e-sportifs derrière. Il faut réussir à être à l'équilibre. Personne n'a envie de perdre de l'argent. En plus l'e-sport, voilà, je vais même pas rentrer dans ce sujet, mais pour gagner de l'argent, c'est déjà très très difficile dedans. Donc et pourtant il y a de l'engouement. Si on n'a pas un minimum d'aide, comme il y a de l'aide au niveau des autres secteurs culturels en France, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est toujours là à dire on aimerait bien être un peu vu. Voilà pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de tendre la main. C'est juste que c'est beaucoup plus facile avec les pouvoirs publics que sans. Et il y a plusieurs axes pour que les pouvoirs publics nous aident. Déjà, moi, le fait qu'il y ait quand même une moyenne d'âge assez jeune de jeux vidéo, le fait que beaucoup que ce soit de mairies ou de toute façon de villes préféraient voir beaucoup de jeunes jouer à des jeux vidéo que pouvoir. Oui, il y a des ludothèques, des bibliothèques, des associations aussi. Maintenant, nous, on est beaucoup sollicités de 100 joueurs, enfin 200 participants, etc. Donc ça commence
à se développer, les collectivités locales, ouais, c'est vrai, partout en France, il y a des petites compètes amateurs très sympas. Et grâce notamment au rapport du CEL, mais aussi à toutes les études que l'on a autour du jeu vidéo au cours des années, on a les effets, des bienfaits du jeu vidéo sur les pratiquants de jeux vidéo. Donc on est en train de gommer un tout petit peu les idées reçues très négatives autour du jeu vidéo, comme quoi c'est abrutissant, machin. Et puis de toute façon, trucs bêtes, là. avec les générations qui vont passer, le jeu vidéo va entrer dans les mœurs. Enfin, on voit maintenant, tout le monde joue avec son téléphone portable. C'est très oublié. C'est du jeu vidéo. Peut-être pour ceux qui sont dans le chat aussi, dire, moi qui les côtoie beaucoup, les pouvoirs politiques, l'évolution naturelle de toute façon de la population française, elle se retrouve dans nos politiques. Et aujourd'hui, Jean-Noël Barrot, je le dis aussi, le ministre du numérique, il est loin d'être ignare sur le jeu vidéo. Il joue pas hyper bien, mais il a déjà joué. Il a des jeux qu'il connaît. Il a servi de poisson pilote à mes côtés pour Bruno Le Maire. Il lui disait des choses qui étaient très sensées. On voit qu'il est rentré dans le. Quand même, voilà. On n'est plus sur les politiques, notamment sur le numérique, par exemple. La ministre de la Culture, je le dis aussi, voilà, elle n'est pas joueuse, mais elle connaît bien notre univers. Elle connaît l'économie, elle a capté, elle voit très bien comment ça fonctionne, et ils sont plutôt très en défense du secteur. Donc ça progresse. Je veux dire, je ne veux pas donner l'image. Et quand même, il faut aussi dire juste un tout petit truc. Je vais passer pour vendu, mais on a un soutien des pouvoirs publics qui est loin d'être à zéro. Si on est dans le top 8 mondial, c'est parce que le CNC a fait un énorme travail pour passer d'une doctrine uniquement cinéma à oui, il y a le jeu vidéo. Depuis 3-4 ans, il y a une vraie équipe qui s'y met en place au Centre national du cinéma. Il y a un soutien, il faut le savoir, vraiment puissant du CNC. La DGE, qui est la Direction Générale des Entreprises à Bercy, voilà, les deux grosses administrations, Bercy et la culture, ils nous soutiennent quand même fortement, faut le dire. Voilà, le crédit d'impôt jeux vidéo, pour que les gens sachent, c'est à peu près 60 millions d'euros dans le budget de l'État chaque année de soutien aux jeux si tu les fabriques en France et que tu as des équipes qui les fabriquent qui sont en France. Et tu as un fonds d'aide aux jeux vidéo de 5-6 millions qui va aux tout petits projets aux petits projets qui coûtent moins de 100 000 euros. Eux, ils sont aussi aidés par ce fonds d'aide aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo, il est aidé, il est aidé quand même en France, et on a un écosystème qui part pas de zéro. Maintenant, si on veut être moi je dis, on a tout pour être leader en Europe. Donc les Allemands, ils sont à 7 milliards, nous on est à 6 bientôt, et UK, les Royaumes-Unis sont à 10 milliards de marché de consommation. Mais en production, on est sans doute le deuxième pays derrière UK, et on a des boîtes que n'ont pas les Allemands. On a des boîtes de niveau intermédiaire entre 50 et 100 salariés qui sont génialissimes. On a un Dontnod qui croît, on a un plugin digital qui grandit, on a plein d'éditeurs comme ça de strates intermédiaires qui nous sont enviés partout en Europe. Donc ce que je dis au pouvoir public, j'ai juste dit ça à l'Elysée parce qu'on m'a reçu un moment, et donc j'ai dit ça au président et à Bruno Le Maire. J'ai dit, on a 25 000 emplois directs et indirects, on est 3e en Europe. Si vous nous donnez les moyens, il y a un effet de levier. Pour 1 euro d'argent public, j'en crée 3 et je crée de l'emploi en France. Donc là, il commence à regarder. Et je suis persuadé qu'en France, tu as un écosystème où on peut, même en termes d'emploi sur les territoires, créer un truc assez fantastique. Après, il y a aussi le problème des écoles, c'est qu'on crée beaucoup de travailleurs du jeu vidéo, mais il n'y a pas encore les emplois qui vont avec. Eh oui. C'est ça la difficulté, c'est pas envoyer des gamins en formation alors que t'as pas en sortie d'école le vivier, mais en fait faut pas avoir une vision quand même malthusienne du truc, c'est-à-dire de dire on forme moins parce qu'on n'a pas les débouchés. En fait je pense qu'il faut activer tout en même temps, et il n'y a pas de raison que la French Tech dans le domaine des startups et de la tech ait eu cette hype quelque part. Moi je milite depuis des années pour la création d'une espèce de bannière commune de tout l'écosystème pour qu'on aille à l'international ensemble, chasser ensemble on va dire, et quand on accueille, on a une seule bannière qui dit toi ça peut être French Game, ça peut être Game France, je m'en fous, mais et qui rassemble tout l'écosystème. Il faut quelque chose de fédérateur de tout l'écosystème et qu'on franchisse un palier. Mais avec ces déclarations là, c'est là-dessus que nous maintenant on va essayer de capitaliser maintenant. Faut pas oublier aussi que les métiers du jeu vidéo, c'est pas que des développeurs. Les métiers du jeu vidéo, ça englobe tellement de choses. Ça englobe des choses qui ressemblent énormément à d'autres types de métiers dans la culture. On est chez France Info, il n'y a pas que des journalistes ici. Beaucoup de personnes à travailler dans immensément de secteurs de métiers. C'est pareil dans le secteur du jeu vidéo. Les écoles ne doivent pas aussi oublier, et les gens ne doivent pas oublier qu'on peut venir travailler dans le jeu vidéo, même si on ne vient pas d'une école de jeu vidéo. Il y a plein de ponts et plein de moyens. Il y a plein de métiers
connexes aujourd'hui. qui sont. Exactement. Il y a Moonborder qui dit on paye la formation et ils vont bosser au Canada et aux States, c'est vrai ça? C'est pas tout à fait faux. Ouais. Je pose la Ubisoft, Ouais. Ubisoft qui est très implanté au Canada, évidemment, à Montréal et à Québec, il y en a d'autres. Mais oui, il y a de la place. Et comme c'est francophone là-bas en plus, c'est une bonne porte d'entrée, peut-être pour les États-Unis aussi derrière, pour ceux qui en ont envie. Au Japon, il y a plein de Français qui ont travaillé au Japon. Et au Japon, Il oui, aussi. a globalement raison. Derrière mon discours, c'était aussi ça que j'ai à l'esprit. C'est on peut pas former autant de talents. Non, c'est clairement une réflexion. Si on arrive à garder nos talents, mais c'est un tout en fait. C'est former plus, arriver à les garder sur le territoire. Ça veut dire vraie politique d'attractivité. Je suis désolé, mais les grands groupes et les constructeurs, il faut leur dérouler aussi une forme de tapis rouge parce que en fait, un écosystème qui performe, c'est dur à entendre parfois, mais je le répète, c'est des petits, des moyens et des très gros qui à un moment sur des coprods se testent sur un jeu, vont essayer et vont dire ah mais il est robuste en fait le studio français. Une deuxième fois on les met sur un bout du jeu et puis en fait la troisième fois on leur confie la responsabilité du jeu. Évidemment que c'est la belle histoire qu'on raconte, mais je trouve qu'elle est hyper parlante. C'est l'histoire quand même de Flight Simulator. Flight Simulator à Sobo, c'est exactement ce que je viens de raconter. C'est plusieurs coprods avec Microsoft Xbox. Et à un moment, quand il s'agit de faire le gros Flight Simulator 20 ans après, les Américains choisissent Asobo Studio à Bordeaux. Et ils disent, mais en fait, on a toujours bien bossé avec eux. Est-ce que vous êtes chauds les Français? Et entre-temps, ils ont grandi grâce au coprod. Et ils ont les reins assez solides. Ils disent, mais nous, on vous fait un jeu magique. Et ils font un jeu. C'est les Français qui ont fait Flight Simulator. C'est abusé. Donc voilà, des histoires comme ça, moi j'aimerais. En fait, c'est pour ça qu'il faut pas opposer les gros. C'est cet écosystème par plaque territoriale qu'il faut réussir à créer en faisant venir un Ubi à Montpellier, tout un aéropage autour. Faut faire des grosses plaques comme ça et c'est comme ça. On l'a vu dans le milieu des startups, il y a que ça qui marche. Pour que les talents aillent d'un petit à un gros, se forment, reviennent et se disent mais en fait en France j'ai tout, je reste. Mais c'est long. Voilà. Est-ce qu'il y a une école du jeu vidéo à la française, un style? Oula. Dans les années 80, j'aurais dit oui. Dans les début des années 90, j'aurais sans doute dit oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, le jeu vidéo français doit se confronter à une compétition internationale. Et même si on a des spécificités dans nos studios, avec beaucoup généralement de narration, d'histoire, parfois des personnages ou des situations qui sont un peu plus, comment dire, réalistes, crédibles, on a aussi des gens qui vont vers l'artistique. Dernièrement, des beaux succès de jeux vidéo, et notamment un c'est Chants of Scénar, une équipe de 2 personnes. Donc un studio encore à devenir, parce qu'il va vraiment il s'est professionnalisé avec ce jeu-là, et dont des journalistes américains disent, comme Jason Schreier, qui est un des journalistes qui est les plus, comment dire, regardés, parce qu'il travaille à Bloomberg, qui dit c'est un des 3 jeux de l'année, quoi, Chants of Scénar. Donc pour un petit jeu français développé par 2 personnes, c'est pas mal du tout. Donc un jeu vidéo à la française, oui, on a des spécificités, mais elles sont pas qu'à nous. On trouve des jeux américains, anglais, qui ont aussi qui sont artistiques, ou des espagnols aussi. Donc non, je crois plus maintenant. On a des petits trucs, mais c'est plus aussi évident que par le passé, je pense. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand sont faits les jeux, très peu de jeux vidéo sont faits en mode vas-y, on fait un jeu vidéo, on a une bonne idée, et puis c'est tout. Et quand tu crées un jeu vidéo, tu es obligé de penser à qui tu t'adresses, à qui tu veux le vendre. Et heureusement ou malheureusement, faut regarder le marché du jeu vidéo aujourd'hui. Beaucoup au niveau des consommations et des achats de jeux. Il faut penser aussi pour le marché en Asie, qui est un gros consommateur de jeux vidéo. Et moi, je sais que beaucoup de développeurs indés, quand ils développent des jeux, ils se posent la question est-ce que ce jeu, on peut le vendre en Chine, tu vois? Donc, déjà, de cet axe de réflexion-là, est-ce que ce jeu peut se vendre en Chine? C'est évidemment un frein à la créativité de base. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire dans un jeu vidéo dès que tu veux le vendre en Chine. Donc dès que tu as cet axe de réflexion, déjà de base tu te brides. Et le jeu vidéo se formate un peu comme ça pour pouvoir être vendu aussi un tout petit peu partout. En tout cas pour tous ceux qui ne peuvent pas se permettre juste d'avoir accès à une partie du marché du jeu vidéo et qui veulent avoir accès à une plus grande partie, parce que plus vous touchez le marché, évidemment, plus vous avez de chances de vendre les jeux vidéo, plus vous avez de chances d'être rentable. Donc c'est une problématique, qui est réelle et je pense qui formate un peu le jeu vidéo aujourd'hui. Il reste toujours beaucoup de créativité dans le jeu indépendant. Mais pour une réussite comme Chants of Scénar,
combien sont anonymes sur Steam, quoi. Tout à fait. Add to wishlist. Mais que ce soit aussi des Américains ou même des jeux chinois dont on n'entend jamais parler en France. Tout à fait. Il faut qu'Amicroids sorte, c'était comment déjà, Warm Snow, Ouais. pour qu'on commence à en parler, alors qu'il est téléchargé et joué par des millions de joueurs chinois, quoi. Alors parfois sur la French Touch, je suis carrément d'accord, je pense qu'il faut pas tuer le mythe parce que on a une manière de s'adresser au monde dans toutes les industries culturelles. C'est vrai, c'est pas juste se payer de mots. Quand je vois un Jussante à l'APG, on aime ou on n'aime pas, mais moi juste ce jeu il est magnifique et on peut pas dire qu'il y a pas c'est pas un peu la French Touch. Ce travail sur la couleur, un peu C'est quoi un jeu chaude. magnifique, oui. Jussante, en fait, c'est un jeu d'escalade. Je leur fais de la pub 2 secondes. Normalement, je fais jamais ça, mais je suis amoureux de ce jeu. C'est un jeu d'escalade. On a le droit. Alors, tout le monde se pâme en ce moment, donc je suis très mainstream en disant ça. Hein, mais Jussante, c'est vraiment un jeu, voilà, tout en verticalité, où d'habitude, on a l'aventure normale, quoi. On marche dans l'aventure. Là, c'est une énorme falaise c'est une quête, en fait, d'escalade, de via ferrata, voilà, et vous accédez à des paliers. Vous avez des villages, vous découvrez des gens et puis vous continuez votre quête parce qu'il faut aller au-delà des nuages et la couleur est chaude et vous êtes bien, c'est du slow game, c'est tranquille. Ouais, c'est quand même assez une touche c'est peut-être pas proprement français, j'entonnais l'espagnol et ça, mais t'as une touche européenne. Tu fais un petit pas de côté, il est magnifique ce jeu et tu sens derrière la patte des gobelins, tu sens il y a des gens qui savent dessiner visiblement derrière. donc tu peux avoir quand même parfois des jeux où tu te dis t'es fier comme Frenchie et tu te dis là ça ressemble pas à... Oui, et en même temps, ce sont les influences de jeux japonais comme Ouais, bien Ico, sûr. Shadow of the Colossus, mais qui eux-mêmes ont été influencés par des jeux français à l'origine. Donc en fait, c'est presque un juste retour des choses. Ouais. Totalement, mais Banisher, t'as des très gros jeux qui à un moment deviennent exactement comme dit Ken, qui attaquent un marché international, donc tu vois qu'ils sont obligés de mettre des ingrédients, mais on a la French Touch en fait c'est une touche artistique que tu peux retrouver ponctuellement dans des jeux, et je pense que c'est surtout nos talents qui vont se retrouver partout à l'international, et moi je rêve de fédérer ces gens-là aussi, où à un moment t'avais il y a 10 ans un programme dans les startups françaises qui s'était appelé Reviens Léon, que j'avais trouvé très très drôle, et qui était en mode tous ceux qui sont partis dans la Silicon Valley et tout, n'oubliez juste pas où vous avez été formés et d'où vous venez, quoi. Et c'était un petit appel un peu patriote, tu vois, et en fait ça avait permis le retour de pas mal de quadras qui commençaient à réfléchir sur la deuxième partie de leur vie, et qui étaient revenus de la Silicon Valley avec une expérience de fou et qui ont repris des startups qui sont parmi celles qui cartonnent aujourd'hui. Et tu vois, dans le jeu vidéo, je pense qu'à un moment, il faudra peut-être aussi faire des programmes comme ça, en disant on n'est pas si mal chez nous, viens, mais réfléchir à des packages qui font que ces gens-là, ils reviennent, ils sont vraiment bien, quoi. Voilà. Un jeu vidéo devient tellement gargantuesque, et surtout l'appétit des gros éditeurs est croissant, donc il y a aussi un devoir peut-être de protection de nos gros éditeurs en France. Hein. C'est qu'il y a toujours ces inquiétudes. Hein. On parle souvent de l'indépendance d'Ubisoft. Est-ce que Ubisoft restera indépendant? Est-ce que Ubisoft peut rester à son compte dans un marché qui se concentre de plus en plus vers des géants, hein. Et quand je parle des géants, je parle pas forcément de Microsoft, je parle de Tencent, je parle de NetEase, je parle de géants chinois qui ont vraiment absolument absorbé. Je pense de l'Arabie Saoudite qui investit énormément dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Voilà, est-ce que Ubisoft va pouvoir rester comme Electronic Arts aujourd'hui? Non, on n'est pas à l'abri l'année prochaine d'une annonce incroyable, mais à son compte, ça devient de plus en plus compliqué. Donc si on veut protéger un peu le jeu vidéo à la française, il y a aussi ce genre de choses à regarder. Non pas que les absorptions de grosses boîtes par d'autres soient fondamentalement mauvaises pour le jeu vidéo, hein. Riot Games, ça leur a bien servi, mais c'est évidemment c'est le premier pas aussi vers la perte d'identité et l'ultra-mondialisation des productions, quoi. Et en même temps, quand je vois l'exemple d'Arkane Studio, qui a réussi à garder sa patte, et en plus a créé un deuxième studio à Austin ensuite derrière, parce que ce sont des Français qui sont à Lyon, et ils ont un deuxième studio à Austin, qui ont été rachetés par Bethesda, qui lui-même a été racheté ensuite par Microsoft, et ils continuent à faire des jeux qui sont des jeux qui leur ressemblent, à part le tout dernier, mais bon, je pense que c'était une erreur de parcours, mais c'est des jeux qui leur ressemblent, et esthétiquement, ceux qui sont faits à Lyon ressemblent à des jeux
on pourrait dire presque français quelque part. Hein, Arcane, c'est Deathloop, pour ceux qui suivent notamment. Mais très bon exemple. On peut être avec des capitaux étrangers. On peut être. Ce qu'il faut regarder, c'est l'autonomie qu'on laisse à la partie créative. Toujours être très vigilant là-dessus. Il y a toujours des annonces quand il y a un gros actionnaire qui arrive, on laissera la liberté créative. Et puis en fait, on voit que le truc. Un peu moins. Voilà. Mais parfois, il y a des bons exemples où c'est pas. Voilà, je pense que Microsoft est assez attentif à ce genre de choses. Pour l'instant, voilà. Et donc, il ne faut pas confondre arrivée d'actionnaires et même Tencent. On dit souvent Tencent, ça fait peur, etc. Mais Tencent, je trouve qu'ils ont une approche. C'est pas tout à fait comparable à ce qu'on peut vivre dans d'autres domaines de l'économie et de la tech où il y a un instinct de prédation tout de suite. Ils font les choses bien. Tencent, c'est des gens qui sont prêts à discuter. Ils commencent à avoir de la représentation en Europe. Il y a des gens, il y a des visages. Ils font les choses dans l'ordre. Donc il ne faut pas non plus crier au grand loup chinois aussi quand les gens font bien, quel que soit le pays d'où ils viennent, ça se regarde. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, c'est pas ce que tu as dit. C'est pas ce que tu as dit. Messieurs, leur tour, donc j'ai gardé ma question à 10 000, ma question désagréable pour la fin. L'industrie du jeu vidéo, ça pollue énormément. Ça rejetterait chaque année 37 millions de tonnes d'équivalent CO2. Comment il y a un moment, il va falloir tempérer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses mais merci de la question. Et nous, on est dessus. Hein. On a quand même. En France, on s'est bougé un peu plus vite qu'ailleurs. C'est pas pour Cocorico, mais juste dire que tout n'est pas réglé, mais on a avancé de manière assez décisive cette année parce que on est le premier pays, en tout cas de l'OCDE, à avoir mis en place, et je dis on, mais c'est pas le seul, c'est Game Only, une association de jeux vidéo, de développeurs dans la région Rhône-Alpes, salut à eux, qui a travaillé sur un projet qui s'appelle Gyros. C'est un calculateur de l'empreinte environnementale dans le jeu vidéo. Alors, une fois dit comme ça, on va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement bullshit. Il y a 20 studios qui ont collaboré pendant 1 an à essayer de voir le set de data, quelle data il faut remonter pour bien calculer ce que c'est l'empreinte environnementale de la fabrication d'un jeu vidéo. Ils ont fait un travail vraiment remarquable et ce travail-là, il n'est pas juste comme ça en l'air, il vient d'être transmis au CNC et les aides publiques dont je parlais tout à l'heure, elles vont être en France conditionnées au scoring que vous aurez sur le calculateur de l'empreinte environnementale. Juste expliquer à ceux qui nous écoutent que non seulement on n'est pas le petit frère des industries créatives et culturelles, cinéma, livre, mais on est la première industrie à faire ce calculateur et à le rendre au CNC et être dans les temps de passage de ce que le ministère nous avait demandé de faire. Donc c'est au moins une marque de bonne volonté. Quand on tape sur le jeu vidéo dans tous les domaines, parfois, faut aussi que l'écosystème du jeu vidéo sache ce genre de choses, parce que par exemple, on sait que le jeu vidéo, il peut créer de la pollution, on sait que c'est énergivore, on sait, etc. Mais on s'est mis en ordre de bataille pour réfléchir au green coding, réfléchir à la fabrication des consoles, réfléchir à tout l'écosystème mobilisé. Voilà, et je finis juste là-dessus pour pas être trop chiant là-dessus, mais parce que c'est assez technique le green. Il y a une éco-design, une éco-conception une directive sur l'éco-conception qui est en cours de discussion avec une perspective en 2025 sur la fabrication des consoles. Et évidemment que les grands constructeurs mondiaux et notamment les Frenchies poussent pour que les consoles soient de moins en moins avec du plastique ou des minerais rares, mais c'est des sujets globaux ça et qu'on peut pas régler qu'en France. Donc en tout cas il y a un agenda européen aussi sur le hardware et sur l'équipement, donc ça avance pas assez vite, mais franchement on essaie de se bouger quoi. Et on mesure l'empreinte carbone de la PG et on mesure l'empreinte carbone de la PG avec une start-up française qui s'appelle Greenly. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux, on mesure et chaque année on essaye de progresser pour que les stands soient renouvelables, pour que à la fin de la PG on ne jette pas les stands. Les 2/3 des stands sont réutilisés sur d'autres salons, faut le savoir, ou dans d'autres cadres. On fait un gros effort sur la PG pour que ce soit le moins que l'empreinte soit minimisée. Ken, Raphaël, il y a un sujet création, il y a un sujet consommation d'énergie, évidemment. C'est-à-dire que le jeu n'est pas un besoin primaire. On sait que l'économie, que l'énergie, on va devoir être un petit peu plus radin quand même, un petit peu plus léger. Peut-être que si on arrêtait de faire des cartes graphiques qui consomment 350 watts, le monde se porterait mieux et les jeux vidéo seraient les mêmes. Mais bon, ça, après, c'est la même chose. Vous voulez entendre quoi? Il faut moins consommer de jeux vidéo, mais voilà. Non, c'est pas du tout le sens de ma question. C'est compliqué. Non, tu parlais des cartes graphiques, c'est un sujet. Les équipements, c'est un sujet.
sujet. On en consomme de plus en Des jeux plus. vidéo plus légers, c'est un sujet aussi. J'aurais préféré que les consoles de nouvelle génération soient des machines qui consomment moins, mais il y a quand même des efforts qui sont faits par les constructeurs pour faire en sorte que les consoles en veille consomment vraiment moins d'énergie. Sur Xbox par exemple, il y a une mise en évidence de ta consommation réelle. Heureusement ou malheureusement, je pense que ça se voit après aussi dans la facture d'électricité chez les foyers français. Si tu laisses ton ordinateur allumé, hein, c'est un des trucs qui consomme le plus. Hein. On rappelle les ordinateurs en veille chez soi. Bien sûr, il faut faire attention à ça. C'est aussi une prise de conscience de tout le monde et pas forcément que de l'industrie. Il y a des efforts à faire absolument partout. Le mot de la fin, Raphaël. Oula. Est-ce qu'on est obligé de parler du même sujet ou est-ce qu'on peut Tu parles du sujet que tu veux, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la Parce que fin. je vois que l'heure tourne et j'ai promis Donc de le vous mot de laisser la partir. fin, c'est la fin de la PJW, c'est ça. Donc, et l'année prochaine, alors, on prévoit quoi? La même chose, plus grand en fait, je veux poser une question, comme ça c'est plus simple en fait. C'est carrément le moment. C'est hyper sympa. Non, bien sûr, il y aura la PGW. Les dates vont être annoncées bien plus tôt que l'an dernier. Donc ça, voilà. Et on veut, grosso modo, essayer d'éditorialiser la PG un peu plus tôt, si c'est possible, et d'envoyer des éléments de contenu plus tôt aussi, toujours dans l'idée aussi de la faire grandir et d'avoir encore plus de monde. La décision du sizing, c'est pas moi qui la prends tout seul, donc vous comprendrez que je peux pas pour l'instant m'avancer ou faire d'annonce, mais on voit bien qu'une PGW à 3 halls, c'est la PGW qu'on attend, quoi. Donc c'est là-dessus qu'on part. Voilà. Ken Bogard, le mot de la fin. Oui, juste félicitations à PG cette année parce qu'il y avait un gros sujet évidemment sur la capacité de se déplacer. Moi j'ai fait beaucoup de PG dans des foules serrées comme ça. Cette année, on pouvait se déplacer sans aucun problème. Les personnes à mobilité réduite pouvaient se déplacer sans aucun problème. Ça c'est vraiment quelque chose qui personnellement me touche et j'apprécie beaucoup. Donc merci vraiment pour ça. J'espère que ça continuera justement comme ça pour rendre le salon encore plus agréable pour tous ceux qui viennent le visiter. Et on fera le bilan de la PG l'année prochaine, même endroit, même heure, avec vous messieurs si vous voulez. C'est la fin de ce stream, merci d'avoir suivi. Merci à nos invités, merci à Cyril à la régie bien sûr, merci à Stéphanie au visuel, merci à Mathis à la programmation. On se retrouve déjà demain midi, de midi à 14h pour 2 heures ensemble. Je crois qu'on va parler d'Ukraine, mais pas que. Mathis qui programme le stream. De quoi on parle demain, Mathis ? Oui, donc demain, on se retrouve de midi à 14h pour notre grand stream du mardi. On refera un point sur la guerre en Ukraine, parce que c'est important de ne pas oublier ce conflit sur notre continent. Et avec nos experts et expertes, on essaiera de rendre compte comment est-ce que Poutine peut également tirer profit du conflit au Proche-Orient, dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et deuxième heure, on retrouve Numérama, Mademoiselle. On parlera aussi cueillette en cette période de champignons. Et on parlera également d'un bouquin sur des portraits de différents couples lesbiens. Donc ça va être super intéressant demain de midi à 14h. On va parler de champignons et de centres anti-poison. Merci Mathis. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion, rendez-vous sur Discord. Julot va mettre le lien dans le chat. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour l'heure et pour le reste, rendez-vous donc demain, donc de midi à 14h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée, à toutes et tous. Salut, à demain.